les grands principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'une part par un texte qui lui est un texte fondateur également en 2001 par la Déclaration sur la diversité culturelle, et d'autre part par un autre texte de 2003, une convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. C'est sans doute le patrimoine dont on parle le moins, parce qu'il est le moins palpable. C'est vrai que c'est plus facile de se représenter un patrimoine historique, un château ou un monument quelconque, que le patrimoine immatériel. S'agissant du patrimoine immatériel, on parle bien d'une langue, par exemple, ou un savoir dont les personnes, là où elles vivent, aux quatre coins du monde, sont héritières, un savoir quelconque, concrètement, de littérature orale, par exemple, dans les contes, dans la musique, dans la danse, toutes les choses un peu dont nous sommes les uns et les autres héritiers et immatériels, voilà, qui risquent de disparaître. Il y a d'ailleurs un paquet de langues parlées qui disparaissent chaque année dans le monde. C'est un des soucis de l'UNESCO. D'autres textes ont complété cela, notamment ce qu'on appelle la déclaration de Fribourg, qui est l'œuvre d'artistes, d'intellectuels, de chercheurs qui ont voulu compléter encore cette l'UNESCO en disant ces droits culturels, ils doivent s'exprimer partout, on est bien à l'échelle planétaire, dans le respect de la diversité de chacun. Et ce qui est intéressant dans ce texte-là, qui va très loin, alors tous les textes dont je parle, on les a à votre disposition, on ne va pas passer on va pas s'éterniser dessus, mais deux, trois points extrêmement pertinents, c'est de dire par exemple que une personne s'apparente à un groupe culturel de son choix et peut en changer librement. On ne peut pas arbitrairement dire à telle ou telle personne, où que ce soit sur la planète, ben toi, tu fais partie de tel groupe culturel, si ce n'est pas son choix. Alors, je ne développe pas, mais on sent bien que c'est quand même des questions, avec les événements de l'été notamment, et dans la période actuelle, ce sont des textes qui vont très très loin. Et ce qui n'est pas inintéressant de savoir quand même, c'est que les textes de l'UNESCO qui rappellent la nécessité de faire vivre ses droits culturels, c'est-à-dire pouvoir parler sa langue, jouer sa musique, où qu'on soit, à partir du moment où on ne gêne pas les autres, c'est la seule condition, la seule restriction. Ces textes-là ont été signés par 170 États, des fois 168, des 172, en gros 170, dont la France. Donc c'est pas du tout une lubie qui voilà, produite ici ou là en fonction uniquement de volonté politique. Je ne dis pas uniquement de volonté politique, parce qu'elle est reprise un peu partout, mais évidemment Nanterre fait sûrement partie des rares villes qui essayent à ce jour de mettre en œuvre concrètement ces déclarations de l'UNESCO signées par l'État français. On va rentrer plus dans le concret maintenant sur la localité. Donc, comment l'idée du projet de collectage du patrimoine des habitants est née? Il est né un peu conjointement et au même moment, donc c'est fait du hasard qui fait bien les choses des fois, il était dans deux têtes, dans la tête de Dominique Lelaney, qui est donc le directeur de la saison musique et danse, et puis au même moment qui avait ce désir de développer ce projet-là, et puis au même moment Nicolas Prévost, qui est responsable du master ethnomusicologie à l'université Paris 10. Et avec l'éclairage de deux projets qui ont eu lieu en France, déjà dans la ville de Caen en 1997 et dans la ville de Lyon en 2006, qui ont donné vraiment un travail très intéressant dont on dira un mot tout à l'heure et on vous en présentera quelques extraits. Se sont dit pourquoi pas à Nanterre, qui est une ville si riche, Marion rappelait tout à l'heure son histoire, sa diversité culturelle, pourquoi pas s'intéresser à toutes ces personnes qui dans leur coin jouent, chantent, dansent, qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, alors que si il suffit de s'intéresser à elles pour finalement les mettre en connexion, en rapport avec d'autres, qu'elles aient l'occasion de donner vie à cette expression culturelle-là qu'elles ont en elles, de la faire partager, de rencontrer des voisins, de faire du lien social, de se connaître, de se découvrir, de jouer ensemble, etc. Les deux expériences qui ont été conduites, donc je vous disais, c'est Lyon et Caen. La différence avec ces deux territoires-là, c'est que et à Lyon et à Caen, les auteurs du
projet, on dit on va s'intéresser qu'aux personnes d'origine étrangère, qu'aux communautés immigrées. Nanterre, c'est pas ça. Nanterre, on a convenu, les élus ont décidé qu'on s'intéresse à l'ensemble des pratiques musicales, d'où qu'elles soient, indépendamment de l'origine des personnes.